Donc on accueille Eliette Dezelus qui est gynécologue médicale au Centre de cancérologie de l'Ouest et qui va nous parler du traitement hormonal substitutif et cancer du sein. Donc il y a énormément de littérature et on se pose toujours des questions sur le risque que peut engendrer un THS sur un éventuel cancer du sein et est-ce qu'on peut donner éventuellement un THS après cancer du sein. Merci. Je ne sais pas si je dois vous remercier parce que de refaire toute la littérature sur le traitement hormonal et le risque de cancer du sein, ça m'a pris un petit peu de temps. Mais heureusement pour vous, j'ai eu la grippe pendant les vacances, donc je n'ai pas pu faire un topo aussi long que prévu. Donc c'est une version un petit peu édulcorée, mais peut-être que ce sera finalement plus simple et vous retiendrez plus les grands messages. Effectivement, la littérature, elle est complexe parce que selon les études, les profils de patientes sont très différents. On n'a pas les mêmes âges de patients notamment. Les molécules utilisées sont différentes, un peu comme quand on parle des œstrogènes locaux. En fonction des pays, on n'utilise pas les mêmes traitements hormonaux de la ménopause. Et notamment les études américaines, les premières études américaines, vous verrez que ce n'est pas le traitement hormonal qu'on utilise en France. La voie d'administration des œstrogènes n'est pas la même dans toutes les études, les durées de suivi ne sont pas les mêmes, donc c'est un bon casse-tête cette littérature. Et vous allez voir qu'en France, avec les molécules qu'on utilise en France, on n'a pas d'études randomisées. Mais je vais quand même vous apporter des réponses parce qu'il y a une grande littérature, même si elle est très, très hétérogène. Alors, je ne me suis pas trop foulée. J'ai repris cette diapo parce que je trouve qu'en fait, elle résume tout très bien. C'est issu des RPC, les femmes ménopausées de l'année dernière. Et si on peut retenir cette diapo par rapport au risque de cancer du sein lié au traitement hormonal, je pense qu'on a retenu l'essentiel. Je ne vous refais pas tout l'historique des études depuis le début. Vous connaissez toute l'étude WHI, qui est la grande étude aux USA, avec des patientes qui étaient incluses depuis le début des années 90. Donc, grande différence, ces patientes-là, les 2/3 des patientes de cette étude avaient plus de 60 ans. Pas tout à fait les patientes qu'on traite aujourd'hui. Voilà, des patientes américaines, pas forcément la même morphologie non plus. Et pas la même utilisation de THM. Là, dans cette étude WHI, on parle les œstrogènes, c'est les œstrogènes conjugués équins qu'on n'utilise pas en France. Et les progestatifs, c'est l'acétate de médroxyprogestérone qu'on n'utilise pas non plus. Alors cette étude, elle a inclus plus de 16 000 patientes. Il y avait plusieurs bras, des patientes qui avaient donc des œstrogènes conjugués équins seuls quand elles n'avaient pas d'utérus, ou bien œstrogènes conjugués équins avec l'acétate de médroxyprogestérone. Et elle a été arrêtée prématurément, mais pas par rapport au risque de cancer du sein, mais par rapport au risque, aux événements cardiovasculaires qui étaient arrivés, donc infarctus du myocarde notamment. Finalement, par rapport au risque de cancer du sein, le risque relatif de cancer du sein attribuable au THM dans cette étude, il était de 1,25 après 5 ans de traitement. En risque absolu, ça faisait 2 cas supplémentaires de cancer du sein pour 1000 femmes traitées pendant 5 ans et 6 cas supplémentaires de cancer du sein pour 1000 femmes traitées par THM pendant 10 ans. Voilà, c'est pour cette première grande étude. Les études européennes qui nous intéressent, elles sont observationnelles et elles nous intéressent parce que voilà, ça se rapproche plus du traitement hormonal qu'on utilise aujourd'hui, notamment par rapport aux progestatifs. On va redétailler un petit peu après. Et donc, on voit qu'il y a un peu plus de risque de cancer du sein avec les traitements œstroprogestatifs, donc les traitements combinés, qu'avec les œstrogènes seuls. Bon, c'est dommage parce qu'il faut bien utiliser des progestatifs pour protéger l'utérus. Mais ça va dépendre du type de progestatif utilisé. Et là, je vais vous redétailler un petit peu. Finalement, avec les progestatifs qu'on utilise, donc la progestérone micronisée et la dihydrogestérone, donc le Dufaston, associé aux œstrogènes pour une durée inférieure à 5 ans, on ne retrouve pas d'augmentation du risque de cancer du sein. Ces études montrent que quelle que soit la voie d'administration des œstrogènes, voie orale ou voie percutanée, on ne change pas le risque de cancer du sein. L'impact, il est plus par rapport au risque thromboembolique. Et puis ce léger surrisque de cancer du sein, il va disparaître assez rapidement à l'arrêt du traitement.
Alors pour détailler un petit peu plus l'étude française E3N par rapport aux différents types de progestérone. Donc cette étude E3N, elle a recruté des femmes entre 1990 et 2002, donc il s'agit de 80 377 femmes ménopausées. La durée de moyenne de suivi était de 8,1 ans et on a eu 2354 cancers du sein. Alors on voit qu'en fonction des risques, en fonction de la progestérone utilisée, les risques ne sont pas les mêmes, mais finalement on n'est pas dans des risques significatifs. Le risque d'avoir un cancer du sein quand on utilise un traitement hormonal de la ménopause sous la forme d'un œstrogène seul par rapport aux femmes qui n'ont pas utilisé de traitement hormonal de la ménopause est de 1,29, mais on n'est pas dans par rapport aux œstrogènes seuls. Par rapport aux œstrogènes et à la progestérone naturelle, on a un risque de 1. Si on poursuit un petit peu, donc là c'est détaillé en fonction de la durée d'utilisation, on augmente un petit peu notre risque, mais on reste dans des risques non significatifs, même à 6 ans de traitement. Donc ça c'est œstrogène et progestérone naturelle. Œstrogène et dihydrogestérone, c'est un petit peu pareil, on est à un risque relatif de 1,16 si on utilise un traitement hormonal par rapport à pas de traitement hormonal, qui semble augmenter un petit peu avec le nombre d'années de traitement, mais qui reste non significatif par rapport au groupe qui n'a pas utilisé le traitement hormonal. En revanche, si on utilise un autre progestatif, le dernier groupe, on augmente son risque de cancer du sein de 1,69 et puis un petit peu plus en fonction des années. Et là, on a des seuils de significativité. Donc ça, c'est plutôt rassurant pour nous par rapport à notre schéma de traitement hormonal, on va dire, à la française, quand on a ces chiffres en tête. Donc voilà, une augmentation faible du risque de cancer du sein, pas forcément significative, si on utilise la bonne entre guillemets, le bon progestatif. D'où la conclusion, l'utilisation en France donc, de l'œstradiol cutané pour les raisons de thromboemboliques, associée donc à la progestérone micronisée ou la dihydrogestérone. Donc dans ces études d'observation en France, sur des durées de 5 à 7 ans, n'ont pas montré d'augmentation du risque de cancer du sein. Alors après, il y a des questions aussi sur quel mode d'utilisation, mode séquentiel, mode continu. Alors là, il y a plusieurs études également. Je vais vous détailler l'étude EPIC. L'étude EPIC, c'est une étude européenne sur 133 744 femmes, donc dans 8 pays différents en Europe, avec différents types, encore une fois, là, dans cette étude de progestatifs utilisés, soit la progestérone micronisée, des dérivés de la progestérone ou d'autres dérivés de la testostérone. On a 4300 cancers du sein dans cette étude, un suivi de 8 ans, un peu plus de 8 ans. Moyenne d'âge à l'inclusion 58 ans et environ 5 ans d'utilisation du traitement hormonal. Et dans cette étude, on voit de façon assez significative qu'il y a plus de risques de cancer du sein chez les femmes qui prennent leur THS en continu par rapport aux femmes qui prennent leur THS en séquentiel. Donc le THS continu, c'était œstrogène et progestérone tous les jours du mois. Et THS séquentiel, c'était œstrogène tous les jours du mois et la progestérone seulement 14 jours dans le mois. Donc ça interpelle aussi. On a plutôt envie de faire des traitements séquentiels. Alors malheureusement, souvent, elles n'ont pas très envie d'avoir leurs règles, les femmes, donc ça ne nous arrange pas trop. Mais dans cette étude, c'était significatif. Oups, j'ai passé un peu vite. Voilà, de façon très résumée, pour le risque de cancer du sein lié au traitement hormonal en population générale. Si on doit extrapoler à nos prévivores, c'est-à-dire nos femmes qui vont peut-être avoir un cancer du sein, nos femmes à risque de cancer du sein, notamment nos femmes mutées BRCA1 ou BRCA2, on peut se dire que ce risque de cancer, ce petit surrisque de cancer du sein, il est similaire à celui de la population générale. C'est difficile de généraliser les études qu'on vient de voir parce que ce n'est pas du tout la même population. Par exemple, par rapport à notre étude WHI et nos patientes de plus de 60 ans, on n'est pas dans cette population de patientes. Là, notre question par rapport au BRCA, c'est souvent l'annexectomie préventive à 40 ou à 45 ans. Est-ce qu'on va pouvoir leur mettre un traitement hormonal ? Les études, elles sont rassurantes. Il y a peu d'effets délétères du traitement hormonal sur une courte période et avant 50 ans, mais
est un peu limité par les études, donc on va extrapoler nos résultats d'avant. Alors, quelles sont les études qu'on a à notre disposition pour ces patientes mutées? Je vais vous en détailler 2. Par contre, pour les autres patientes à risque de cancer du sein, les autres mutations génétiques qu'on connaît maintenant, j'ai retrouvé aucune étude. On n'a pas du tout de données, donc on va extrapoler aussi ces mêmes données pour notre conduite à tenir. Donc cette étude de Rebec dans le JCO en 2005, que vous connaissez déjà, c'était une étude prospective sur 462 patientes mutées BRCA1 ou BRCA2. Donc 155 patientes avaient eu une annexectomie bilatérale prophylactique, et dans ces 155 patientes, 93 ont pris un THS, donc à peu près 60%. Et on avait 307 patientes mutées, témoins, qui n'ont pas eu d'annexectomie bilatérale prophylactique. Et cette étude nous dit que les patients hormonales ou pas ne changera pas leur risque de cancer du sein. C'est bon ? Voilà. Alors maintenant, si on doit extrapoler à nos patientes qui ont eu un cancer du sein. Alors, il y a quelques études observationnelles anciennes qui ont montré que chez les patientes qui ont eu un cancer du sein, le traitement hormonal de la ménopause n'était pas forcément associé à une récidive, mais pouvait être bénéfique. Alors là, je suis un peu tombée de ma chaise, je ne savais pas. Alors j'ai essayé de retrouver la justification de ça. J'ai retrouvé dans cet article de Jordan, en fait, l'auteur explique qu'il y aurait un effet antitumoral des œstrogènes après, quand ils sont administrés après une longue période de déprivation œstrogénique. Bon, ça m'a un petit peu surprise, mais ça a probablement justifié les 2 essais randomisés que vous connaissez peut-être de nom et qu'on va détailler un petit peu, Abitz et Stockholm. Alors ça, c'est la théorie de Jordan qui dit qu'effectivement, si on a été privé d'œstrogène pendant une longue période, donc il prend l'exemple des patientes qui ont eu du tamoxifène pendant 10 ans, donc effectivement, c'est mieux de prendre 10 ans de tamoxifène par rapport à 5 ans de tamoxifène. Et donc, il décrit que la mortalité, elle décroît drastiquement, mais seulement à l'arrêt d'une décennie de prise de tamoxifène. Et donc, il y aurait une sélection de micrométastases qui seraient résistantes au tamoxifène et qui, pour le coup, seraient vulnérables à l'apoptose si on apportait des œstrogènes. Bon, j'ai trouvé ça un petit peu tordu. Mais voilà, je vous en fais part. Donc on a 2 essais, 2 grands essais qui nous redisent qu'on ne peut pas utiliser de traitement hormonal après un cancer du sein. C'est les essais suédois, Abitz et Stockholm, qui ont été démarrés à peu près en même temps. Pour autant, ces 2 essais indépendants qui ont été donc démarrés en 1997. Ils ont eu du mal à recruter dans ces 2 essais, donc il y a eu une analyse intermédiaire. Et en poulant les résultats de leurs 2 essais, les auteurs ont montré un risque élevé, accru de récidive de cancer du sein, avec un hazard ratio à 1,8. Et donc ces 2 essais ont été stoppés prématurément. Puis après, on a pu avoir des résultats sur un petit peu plus de follow-up. N'empêche que c'était hétérogène. Le hazard ratio dans Abitz, c'était à 3,3, donc on avait vraiment une vraie augmentation du risque de récidive chez ces patientes, à seulement 2 ans de suivi. Alors que pour Stockholm, on avait un hazard ratio à 0,8, donc pour le coup, qui n'était pas inquiétant, avec un suivi de 4 ans. Alors encore une fois, les types de traitements hormonaux étaient très variés dans ces 2 études, c'est difficile de conclure. Et initialement, ces études, donc, notamment à Abitz, elles devaient inclure 1300 femmes qui devaient prendre le THS pendant 2 ans. Et donc le seuil raisonnable, c'était un risque de récidive qui ne dépassait pas 1,36, mais du coup, l'étude a été stoppée prématurément. Alors que donc Abitz, on a quand même, à l'issue même au vu de l'arrêt précoce, on a quand même 223 patientes qui ont reçu une hormonothérapie, un traitement hormonal après leur cancer du sein, et 223 patientes contrôle. Alors, elles recevaient le traitement hormonal de la ménopause assez rapidement après les traitements. Alors ça, c'était surprenant par rapport à ce qu'on vient de voir juste avant de la justification de Jordan. En moyenne, elles recevaient leur THS 2 ans après la fin des traitements, donc assez vite après la fin des traitements.
Et donc, dans le bras, les patientes qui recevaient un THS après le cancer du sein, elles faisaient plus de récidives. On avait 39 événements, donc soit des récidives locales, soit des récidives à distance. 39 événements dans le groupe qui a pris un THS versus 17 événements dans le groupe qui n'a pas pris de THS, d'où l'arrêt précoce de l'essai. Donc l'élévation du risque était de 2,4, ce qui n'était pas considéré comme acceptable. Il y a eu des analyses en sous-groupe pour voir s'il y avait plus d'élévation de risque dans la population RH+, la population RH-, sous tamoxifène, pas sous tamoxifène, ou selon l'envahissement ganglionnaire. Et l'élévation de risque était globalement équivalente. Donc pour toutes ces femmes, on a arrêté le traitement hormonal. Donc la conclusion de Habit, c'est que finalement, il y a certainement des micrométastases qui peuvent être stimulées par le traitement hormonal chez ces femmes qui ont un antécédent de cancer du sein. Effectivement, Habit, c'était un petit peu, on reste un petit peu sur notre faim quand même, parce que le type de progestatif est très différent selon les patientes. Il y a des schémas séquentiels, des schémas combinés, et puis voilà, les types de tumeurs étaient aussi différentes. On avait des RH+, des RH-, des patientes sous tamoxifène ou non, donc c'était pas très, très rigoureux. On a aussi Stockholm, donc comme je vous disais, qui avait été commencé en même temps. C'est un petit peu la même chose. Alors là, la prise du traitement hormonal était prévue pour 5 ans. Dans Habit, il était prévu 2 ans de traitement hormonal de la ménopause. On a un petit peu plus de détails sur le traitement hormonal donné dans Stockholm. C'était soit des œstrogènes seuls, soit des œstrogènes et de l'acétate de médroxyprogestérone. Ça pouvait être des schémas séquentiels ou des schémas continus. Et là encore, le traitement hormonal était débuté assez vite après les traitements, moins de 2 ans après la fin des traitements, ou parfois plus de 2 ans après la fin des traitements. On avait des RH+, on avait des RH-, des patientes sous tamoxifène et des patientes qui ne prenaient pas de tamoxifène. Je parle que du tamoxifène parce que c'est des études assez anciennes, donc on n'avait pas encore d'anti-aromatase. Alors à 4 ans, on a 24 récidives dans l'essai de Stockholm et finalement on a autant de récidives dans les deux groupes. 11 récidives chez les patientes qui ont pris un traitement hormonal et 13 récidives chez les patientes qui n'ont pas pris de traitement hormonal. Ensuite, les patientes ont été suivies jusqu'à 10 ans et on avait 108 événements au final avec pas de différence significative survenue entre les deux groupes. Alors pourquoi les résultats sont différents dans ces deux études? Si on compare un petit peu, il y a probablement plus de patientes avec des envahissements ganglionnaires dans Habit. Il y a plus de patientes qui sont sous tamoxifène dans Stockholm. Alors est-ce qu'en parallèle de leur traitement hormonal, elles étaient protégées par le tamoxifène? C'est possible. Et puis, pas les mêmes progestatifs. Et comme je vous montrais tout à l'heure, le progestatif a un rôle important dans ce surrisque. Donc on avait essentiellement de l'acétate de norethystérone dans Habit et puis plutôt de l'acétate de médroxyprogestérone dans Stockholm, avec dans l'essai Stockholm la volonté de faire plus de schémas séquentiels et parfois c'était même de la progestérone seulement tous les 3 mois. En revanche, dans ces deux essais, alors avec les délais courts qu'on a, on n'a pas d'augmentation retrouvée de la mortalité par cancer du sein suite à ces prises de THS, mais qui ont été relativement limitées puisque les essais ont été arrêtés. Voilà. J'espère que j'ai été claire et que je ne vous ai pas trop saoulé de biblio. C'était une petite sélection du vendredi soir. Donc on peut dire que certains THS ont un effet promoteur sur certains cancers du sein infracliniques. Et on voit quand même dans les études que le surrisque il est un petit peu plus important en début de ménopause que quand on donne le traitement hormonal plus tard. Mais malheureusement, on donne quand même plutôt le traitement en début de ménopause, maintenant plutôt avant 60 ans. Mais finalement, sur le surrisque de cancer du sein, il faudrait plutôt le donner après 60 ans, mais ce ne serait pas très logique. Donc ce risque relatif observé, il reste faible. S'il fallait retenir un chiffre, on dirait un risque relatif à 1, 2, 1, 3. Même pas toujours significatif avec le THS à la française. On peut dire qu'en fait le THS il va gommer l'effet protecteur de la ménopause. Donc il n'y a pas d'excès de cancer du sein provoqué par l'association du THS à la française, donc progestérone ou d'hydrogestérone, donc le Dufaston.
Par contre, à ce jour, ce qu'on peut redire, c'est qu'un antécédent de cancer du sein reste une contre-indication formelle à la mise en route d'un traitement hormonal de la ménopause, quel que soit l'histo, RH+, ou RH-. On a vu dans les études que c'était la même chose, même dans les analyses en sous-groupe. Effectivement, les tumeurs, elles peuvent être hétérogènes. Parfois, on a des faux négatifs. Et puis, il y a toujours des risques d'activation par le biais des facteurs de croissance. Alors, à la fin, je me suis dit, en fait, j'ai rien lu sur les cancers in situ. Il faudrait peut-être que je me replonge dans la biblio. Je ne sais pas si quelqu'un a des notions, des études faites sur le traitement hormonal après cancer in situ. Par extension, on va dire que c'est la même chose et qu'on va être prudent et qu'on va contre-indiquer le traitement hormonal. Mais c'est vrai que finalement, c'est resté ma question en suspens. L'année prochaine. Voilà, j'espère que c'était clair.